Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être à cette table ronde. Donc la force de l'écoute, c'est le thème de ce 18e congrès national de SOS Amitié à Montpellier. Alors depuis 2 jours, nous avons entendu d'abord Christine Lazerge qui a parlé de l'importance de l'écoute des récits de vie dans le cadre des violences et de la justice restaurative. Nous avons aussi entendu le philosophe et éthicien Olivier Abel sur l'écoute de la plainte face à l'accusation. Puis avec Serge Effez et Marc Filâtre, il a été question de l'écoute d'un point de vue psychiatrique, psychanalytique, thérapeutique. Et on a vu combien cette écoute est majeure dans la reconstruction de l'identité. Mais au fond, qu'en est-il de la réalité des cellules d'écoute, la réalité des postes, comme on dit dans le jargon SOS Amitié? Comment cette écoute se joue-t-elle entre l'appelant et le répondant à l'appel? Qui répond à qui appelle qui et pourquoi? Voilà ce qu'il vous appartient de démêler avec nous ce matin. Alors, pour s'immerger dans cette réalité, sont présents à cette table 4 représentants de 4 lieux d'écoute téléphonique, en plus de SOS Amitié, qui en est le 5e élément. Nous avons donc... Alors, nous avons donc Lucille Villain, accompagnée de Sophie Camp. Donc, Lucille est coordinatrice médicale du centre de Montpellier du 3114, numéro national de prévention du suicide, du CHU, la Péronie. Donc, Sophie Camp, vous vous présenterez mieux tout à l'heure. Vous n'avez pas de micro là, donc attention, on ne parle pas sans micro. Virginie Mortari, qui est référente nationale de l'administration pénitentiaire, chargée des politiques de prévention et de la délinquance. Cécile Neuville, pour la cellule d'écoute des étudiants de Montpellier. Hervé Coudurier, pour la cellule d'écoute de Pôle emploi. Et Daniel Berchard, pour SOS Amitié. Alors, vous avez la parole, chacun à votre tour, dans un premier temps, pour peut-être redire un peu votre structure, la présenter, peut-être présenter d'une façon factuelle et générale la ligne d'écoute, en quoi ça consiste précisément pour chacun d'entre vous. On va certainement y voir des nuances. Pourquoi est-ce que cette ligne a été créée? Son histoire, peut-être aussi ses moyens. Est-ce que ce sont des bénévoles, des professionnels, des chargés de mission, et le public visé, s'il y en a un, et puis peut-être un état du nombre d'appels reçus. Enfin, tout ça en environ 7 minutes. On a 2 heures, alors il va falloir être... Je propose à Lucille Villain ou à Sophie Camp de commencer pour le 3114, donc. Bonjour à tous. Du coup, donc, le 3114, c'est le numéro national de prévention du suicide. Il a une histoire relativement courte puisqu'il est apparu très récemment, donc le 1er octobre 2021, sous l'impulsion du gouvernement dans le cadre de la stratégie globale de prévention du suicide. Le 3114, c'est une ligne téléphonique professionnelle puisque c'est des infirmiers et des psychologues qui vont assurer la réponse sous la supervision d'un psychiatre qui va du coup être le référent s'il y a des questions cliniques et tout ça d'orientation par exemple. C'est une ligne qui est gratuite, qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui couvre l'ensemble du territoire français, les DOM-TOM inclus. C'est une ligne qui est confidentielle mais pas anonyme, c'est-à-dire qu'on va demander aux personnes leur identité et on va le noter dans un logiciel. Si la personne refuse de nous la donner, bien évidemment on continue l'appel malgré tout, c'est pas quelque chose qui va être bloquant. L'objectif de la ligne, c'est de répondre aux besoins immédiats des personnes en recherche d'aide qui vont se reconnaître dans la problématique des idées suicidaires ou de la souffrance psychique. Donc ça peut être soit la personne qui présente des idées suicidaires ou de la souffrance, mais ça peut aussi être leurs proches inquiets qui va être en demande d'aide pour eux, mais également des professionnels qui sont en contact avec des personnes en souffrance et par exemple qui veulent un complément d'évaluation par rapport au risque suicidaire. Notre prise en charge, au-delà de l'écoute, ça va vraiment consister à évaluer la question du risque suicidaire, à pouvoir proposer une intervention adaptée en fonction de l'évaluation qu'on a faite. Et en fonction du degré d'urgence, ça peut aller de orienter vers
un CMP pour des consultations ou vers des structures sociales quand on identifie que c'est plus ça la problématique, à déclencher un SAMU si on estime qu'il y a un risque de passage à acte suicidaire proche. Donc on est vraiment dans une dynamique assez proactive pour orienter vers les ressources qui sont adaptées. Pareil, on peut aussi, si c'est un proche qui appelle inquiet, potentiellement on peut nous aller appeler du coup la personne pour laquelle il est inquiète et tout ça. On est vraiment dans cette dynamique aussi de faire des appels sortants pour proposer de l'aide. Pour faire tout ça, c'est une grosse machine qui a été pensée du coup, sous l'impulsion du gouvernement au niveau de ce qu'on appelle nous le pôle national, qui est situé à Lille, qui a réfléchi du coup au dispositif pour que ce soit quelque chose de territorial, c'est-à-dire que sur chaque région, il va y avoir 1 ou 2 centres qui va assurer la réponse sur la journée. Et donc, par exemple, sur l'Occitanie, le centre il est à Montpellier, et du coup, on s'occupe de tous les appels de la région. Et pour la nuit, vous allez me dire, sur la nuit, du coup, il y a 3 centres qui sont des centres H24, qui sont Lille, Brest et Montpellier. Et du coup, sur la nuit, on couvre chacun, ça fait, je crois, 22 millions de personnes, donc un tiers de la France, quoi. Enfin de la population française. Voilà. Donc, par exemple, sur le Montpellier, nous, on gère la nuit les appels de l'Occitanie, de PACA, ARA, Corse, Dom-Tom. C'est ça ? J'ai oublié personne. Donc, ce qui fait quand même pas mal. Au niveau de chaque centre, il va y avoir du coup une équipe encadrante. Donc il y a un médecin, du coup c'est moi pour Montpellier. Il y a Kim Nigon qui est assistante sociale. On a un cadre infirmier et un chargé de réseau parce qu'il y a vraiment toute une dynamique aussi d'aller à la rencontre au niveau du territoire des autres acteurs de la prévention du suicide pour coordonner des actions et essayer d'être le plus efficace possible. C'est vraiment cette idée d'essayer de participer au maillage avec les autres structures qui existent, donc SOS Amitié notamment, et puis les autres personnes qui sont présentes ici. Voilà. Et au niveau des répondants, sur les centres de jour, il y a à peu près 7 répondants qui sont embauchés. Et sur les centres H24, on est 18 répondants. Voilà. Et, dans les spécificités qu'on a, donc il y a un logiciel sur lequel on va rentrer les informations des patients. C'est-à-dire qu'on a le numéro de téléphone, on rentre le nom, le prénom, on va rentrer au niveau clinique ce qu'on observe. On va rentrer éventuellement si on a le nom du médecin généraliste, si on a le nom de la structure, du CMP sur lequel il est suivi, tout ça, on va rentrer les informations. Ce qui permet, si la personne accepte de nous les donner, hein, bien sûr, l'idée c'est qu'on mette ce qu'on a. Et quand la personne, si elle rappelle 2 mois après, avec le numéro de téléphone ou d'identité, on peut retrouver toutes les informations. Voilà, donc c'est un peu la spécificité qu'on va avoir par rapport aux autres. Et juste des chiffres pour finir. Donc, comme on existe depuis 1 an et demi, il faut vraiment avoir cette notion qu'il y a une activité qui a été croissante avec les actions de communication qui ont été mises en place et tout ça. Donc je vais vous donner les chiffres pour le dernier mois, ce sera plutôt représentatif de ce qu'on fait récemment. Donc sur le dernier mois, il y a eu 22 000 appels passés à la ligne, 15 000 appels qui ont été répondus, ce qui nous fait un taux de décroché, c'est à peu près de 67%. Et pour tous ces appels entrants, on a fait, nous, 7 000 appels sortants vers, du coup, comme je disais tout à l'heure, soit le médecin généraliste, soit le psychiatre qui est de garde, enfin voilà, des appels sortants. Et on peut aussi, oui, c'est ce que je n'ai pas précisé, si on voit quelqu'un, par exemple, qui est en crise suicidaire, mais qui ne nécessite pas d'intervention en urgence, on peut reprogrammer un appel 24-48 heures après pour voir si ça va mieux ou s'assurer qu'il a pris le rendez-vous qu'on avait prévu et tout ça. Donc ça, c'est aussi l'activité d'appel sortant. Et pour faire tout ça, sur les centres en journée, il va y avoir 2-3 répondants par centre à peu près. Et sur la nuit, c'est entre 2 à 4 répondants par centre. Voilà. Voilà, c'est tout pour moi. Je crois que j'ai à peu près répondu à tout. Merci de votre attention. Pour le 31-14. Après, à qui je passe le micro ? Et là, je propose que Cécile Leville prenne la suite. Bonjour, ravie d'être là. Merci d'avoir été sollicitée pour partager cette expérience. Donc pour ma part, je suis donc psychologue et je gère un réseau d'autres psychologues. Et en fait, on m'a sollicité en 2020, juste au tout départ du confinement qui s'est installé, pour venir en aide aux étudiants de Montpellier.
Donc en fait, c'est l'université en elle-même qui m'a contactée parce que je travaillais avec eux sur d'autres projets, ils connaissaient mon réseau, ils avaient besoin en urgence vraiment de pouvoir proposer quelque chose rapidement, avec une équipe de professionnels déjà formés, puisqu'ils n'avaient pas le temps de former, contrairement à d'autres cellules qui existent depuis longtemps. Et en fait, on a décidé de partir sur une équipe essentiellement de psychologues, ce qui signifiait que déjà, ils avaient l'expérience de clinique pour l'écoute. Et particulièrement, moi, j'ai fait appel à mon réseau, donc je connaissais quand même bien les personnes avec qui je travaillais. Je savais qu'elles avaient de l'expérience dans la matière, et en particulier avec le public jeune pour la plupart, ou en tout cas avec une bonne expérience qui permettait de bien s'insérer. La demande était vraiment de venir compenser dans un premier temps les lieux d'écoute déjà existants dans les universités, parce qu'il y a déjà des lieux d'accueil, le centre médical, des psychologues, etc. Mais là, avec le confinement, les lieux commençaient à se fermer les uns après les autres, au moment où les étudiants en avaient le plus besoin. Donc là, situation d'urgence, on a créé une cellule en l'espace de 2 semaines très très rapidement. On a créé un standard d'appel et les étudiants pouvaient nous appeler. Et au tout départ, dès qu'on a lancé la cellule, c'était de 8h du matin à 22h le soir. Donc on était 18 psychologues. Et on avait... Alors il faut savoir, au tout départ, c'était qu'une université. C'était l'université Paul Valéry qui a lancé la demande. Il y avait 20 000 étudiants, je crois, de mémoire à cette époque-là. Et on avait une vingtaine d'appels par jour dès les premiers jours. C'est-à-dire que dès que l'info a été lancée, les étudiants se sont tout de suite, mais vraiment dès le premier jour, mobilisés pour utiliser la cellule. On sentait qu'il y avait un vrai besoin. Et puis, petit à petit, l'ensemble de des universités de Montpellier, enfin des établissements universitaires de Montpellier, on a entendu un peu parler. Et ils m'ont contacté. Et du coup, l'UM, l'Université de Montpellier, avec 21 établissements sur la région, m'ont sollicité pour voir si on ne pourrait pas créer l'équivalent pour les autres étudiants de Montpellier, puisque là, c'était qu'une seule université. Et on a lancé la 2e cellule d'écoute étudiants avec l'UM, qui là, par contre, touchait 40 000 étudiants. Donc, du coup, ça a été quelques mois plus tard. De mémoire, c'était février 2021. Ouais. Donc, en tout cas, on était en plein confinement. Et donc, là aussi, ça a été très, très vite mobilisé. On s'est retrouvés en tout avec les 2 cellules, on avait une centaine d'appels par jour à peu près en moyenne. Et donc là aussi, en fonction des problématiques, etc. Enfin voilà, on était vraiment très présents. On avait 2 processus. On avait les appels entrants, pareil, et des appels sortants. C'est-à-dire qu'on avait les appels entrants d'urgence lors des permanences, et après, on proposait, selon la gravité des situations, des suivis psychologiques, en fait. Donc là, on a mis en place des suivis avec des rendez-vous. Ils avaient leur psychologue référent. Et donc là, c'était des appels sortants. C'est nous qui rappelions les étudiants aux heures convenues ensemble toutes les semaines, tant qu'on n'était pas sûr qu'ils étaient en sécurité. Voilà, que vous dire après. Donc du coup, une fois que le confinement, donc ça a duré quand même un moment, comme vous le savez, le confinement a duré quand même un certain temps. Et ensuite, une fois que le confinement a été terminé, on s'est tous posé la question, est-ce que la cellule continue ou pas ? Et donc, chaque établissement a fait son choix. Donc, l'université Paul Valéry a préféré cesser pour le moment, puisqu'ils ont rouvert les lieux d'accueil présentiels. Et a priori, ils espéraient que ça suffirait. Mais j'ai vu que, finalement, après coup, ils avaient fait appel à des prestataires externes déjà existants, donc des cellules d'écoute nationales qui permettaient de répondre aux horaires où les lieux d'accueil étaient fermés. Donc, pour l'instant, aujourd'hui, l'université Paul Valéry n'a plus un centre d'accueil en interne, mais a fait appel au réseau externe. Par contre, l'université Montpellier a duré encore presque 2 ans, un an et demi, je crois, après la fin du confinement. Donc, ça fait pas si longtemps que ça, finalement, qu'on a arrêté. Et petit à petit, on s'est adapté aux quantités d'appels qui réduisaient, donc ce qui était plutôt bon signe. Donc ça veut dire que les étudiants allaient mieux, et puis surtout qu'ils avaient mis en place, ils avaient remis en place tous les services d'écoute en présentiel à l'université et dans les différentes antennes, parce que je rappelle, il y a 21 établissements, donc ils ont vraiment fait en sorte de pouvoir les accueillir aussi dans leur établissement. Même s'il y en a toujours qui préféraient, très sincèrement, certains nous disaient qu'ils étaient plus à l'aise dans l'écoute au téléphone, et ça, c'était quelque chose de très nouveau, aussi bien pour les étudiants que pour l'université. Ils ne s'attendaient pas à ce que ça ait un tel succès, parce qu'il y a cette notion un petit peu de
Ça rassure, quoi. Enfin, le fait, je ne vais pas vous dire, a priori, vous connaissez bien cette distance-là, mais pour les étudiants, c'était nouveau, en fait. Et donc, du coup, ça leur a beaucoup plu. Il y a eu le renouvellement par appel d'offres. Et donc là, ils ont mis en place plusieurs services d'écoute aussi, selon les établissements, etc. Donc, ça continue sous une autre forme et qu'à des horaires très réduits, notamment en fin de journée, donc après les cours et au moment où les accueils présentiels sont fermés. Que vous dire de plus pour ne pas trop déborder au niveau de la formation, comme je le disais au départ, ils avaient la formation, elles, puisque pour le coup ce n'était que des femmes, bon, là c'était le hasard de mon réseau. Elles étaient déjà formées de base, mais on a fait quand même quelques échanges au départ pour vraiment cibler ce public-là, leurs problématiques, et surtout on s'est organisé des rencontres de supervision, de covision entre nous régulièrement, parce que il fallait s'adapter à ce qu'on allait découvrir sur ce nouveau terrain, qu'on ne connaissait pas ni les uns ni les autres, notamment dans cette situation particulière. Donc on a vraiment... Moi j'étais donc la coordinatrice et la superviseuse des psychologues, donc j'étais disponible en permanence pour répondre à leurs besoins, et j'ai eu parfois à faire des urgences jusqu'à l'appel de SAMU pour des tentatives de suicide. On a eu aussi... où là, c'était vraiment des moments forts de la cellule dont on se rappelle et on se dit, effectivement, c'est une autre activité que celle d'être en cabinet, puisque nous, c'était vraiment notre base de métier. Et en même temps, c'était intense et on était vraiment très fiers de participer à cette période-là, de pouvoir contribuer à notre niveau. En termes de confidentialité, donc nous, on était sur le principe de l'anonymat au départ, sauf en cas de besoin, et dans ce cas-là, on leur demandait. Donc, c'est-à-dire que parfois, il y avait des demandes en lien aussi avec des processus très logistiques liés à l'université en elle-même, et donc c'est eux qui même nous demandaient de pouvoir faire passer des messages à certaines antennes de l'université, etc. Donc là, on leur demandait leur nom, leur prénom, leur numéro d'étudiant pour pouvoir faire le relais, et on était vraiment très en lien avec les différents services universitaires, le Crous, tous les services d'aide aux étudiants. Donc du coup, à la base, c'était anonyme. On avait quand même un fichier à remplir, mais simplement sur la base du numéro de téléphone, sans nom, sans plus d'infos que ça, mais on remplissait quand même les infos qu'on pouvait pour pouvoir avoir un suivi quand ils rappelaient. Et sauf en cas de besoin, où là, on leur demandait et nous validait leur accord. Et effectivement, là, il y avait leur nom et leurs identités précisées. Voilà, je pense avoir fait le tour de l'essentiel pour la base. Puis on verra la suite plus tard. Merci. Je propose que Hervé Coudurier prenne la parole pour Pôle emploi. Merci. Bonjour à toutes et tous, et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors c'est un peu différent ma situation, parce que je ne suis pas responsable effectivement d'une cellule d'écoute et encore moins écoutant. Moi je suis responsable du département qualité de vie au travail à la direction générale de Pôle emploi. Donc Pôle emploi, je ne précise pas, c'est 60 000, si peut-être en nombre d'agents, c'est 60 000 agents sur 21 établissements qui sont un peu au prou les régions administratives. Création Pôle emploi de la fusion ANPE et assurance chômage, c'était effectivement en 2009. On a souhaité, moi je suis un ex-ANPE, je le précise parce qu'effectivement, dès 2007, à l'ANPE, il y avait le souhait de proposer quelque chose aux agents. Il y avait eu, mais je crois savoir que c'était la même chose côté assurance chômage, il y avait eu en tout cas un regain d'incivilité, d'agression dans les agences de Pôle emploi. Et du coup, on s'était réunis à l'époque avec les organisations syndicales pour essayer de travailler sur un plan prévention risques psychosociaux. Et du coup, il y avait deux mesures phares qui étaient sorties de ce plan, qui était la création de ce qu'on appelle, nous, l'alerte silencieuse. Je ne sais pas si ça peut vous parler, en fait, sur le clavier. Chaque agent de Pôle emploi pouvait, effectivement, en effectuant une manipulation sur le clavier, alerter silencieusement l'ensemble de ses collègues, en fait, sur le site, avec des choses qui s'allument en flash sur les écrans en disant telle personne dans tel bureau est en difficulté. Donc, c'était quelque chose qu'on avait travaillé avec les collègues de la DSI, la Direction des systèmes d'information. Et puis, la mise en place, en fait, du deuxième dispositif, c'était la mise à disposition, justement, d'une ligne d'écoute. Donc, on s'apercevait qu'effectivement, il fallait proposer aux agents de Pôle emploi quelque chose leur permettant, entre guillemets, de bénéficier d'une écoute attentive, éventuellement d'une aide à l'orientation vers d'autres acteurs internes et externes. On s'était posé la question à l'époque, effectivement, si on internalisait ou externalisait effectivement cette cellule d'écoute.
La décision avait été prise à l'époque de l'externaliser, donc on a appelé ça ma ligne d'écoute, donc ça reste pour les agents de Pôle emploi depuis 2007 quelque chose qui s'appelle ma ligne d'écoute avec un même numéro de téléphone. On est soumis aussi au marché public, bien évidemment, donc on a passé plusieurs marchés successifs. Donc j'allais dire qu'en termes de chiffres, même si je reviendrai un peu sur les chiffres en nombre d'appels, etc. et d'interventions, on n'a pas forcément, nous, au niveau de Pôle emploi, la volonté de dire il nous faut tant d'écoutants à disposition. On écrit un cahier des charges, on travaille en amont sur le cahier des charges, hein, vous savez comment ça se passe. Donc voilà nos exigences au niveau de Pôle emploi. Et l'exigence, dès l'époque, c'était d'avoir une ligne permettant aux conseillers, en tout cas aux agents de Pôle emploi, de pouvoir joindre 24 heures sur 24, 365 jours par an, un écoutant. Donc peu importe effectivement le nombre, c'était au niveau du décroché, on veut effectivement, on met des choses assez précises dans le cahier des charges, hein, au bout de 5 sonneries, il faut qu'effectivement la personne elle ait accès à un écoutant, sinon effectivement qu'on puisse lui indiquer à quel moment elle peut recontacter, ou si elle souhaite lever l'anonymat, donner son numéro de téléphone pour que effectivement le prestataire puisse la recontacter. Donc voilà, on établit ce cahier des charges et puis on travaille là depuis quelques années avec un institut qui s'appelle AK Alixio Mobilité. C'est la deuxième fois qu'on travaille avec eux. Ça fait 4 ans qu'on travaille avec cette structure. En nombre d'appels, alors c'est vrai que j'en discutais avec des collègues ce matin, je ne me rends pas compte parce que forcément, je n'ai pas forcément d'éléments de référence ou de benchmark. On est à peu près sur 2000 entretiens par an pour 60 000 agents. En sachant qu'on a inscrit dans le cahier des charges, et pour nous c'était important, qu'effectivement il puisse avoir un suivi des agents de Pôle emploi qui sollicitent effectivement ma ligne d'écoute. Donc il y a une possibilité pour chaque agent de Pôle emploi de contacter 5 fois un consultant pour le même motif d'appel. Donc effectivement, il peut appeler une fois, par exemple, parce qu'il y a eu une agression sur l'agence qui l'a mis en difficulté, en état de stress. S'il veut recontacter un mois après ma ligne d'écoute parce qu'il a une problématique plus personnelle, bon là, c'est 5 entretiens par conseiller, par an et par motif d'appel. Donc l'objectif effectivement de ma ligne d'écoute, en tout cas telle qu'on l'a voulu inscrite dans le cahier des charges, je reconnais un peu ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est voilà, bénéficier d'une écoute attentive, arriver à mettre des mots sur des émotions, pouvoir être réorienté en interne vers effectivement d'autres structures, d'autres acteurs, et puis à des moments de soulager des passages de vie difficiles. On n'a pas voulu le restreindre effectivement à des motifs professionnels, on a vraiment voulu l'ouvrir. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est essentiellement des motifs professionnels quand même qui sont confiés aux écoutants de ma ligne d'écoute. L'essentiel des appels se passe d'ailleurs en fait du lundi au vendredi sur le créneau 9h-18h. Il y a très peu d'appels le week-end. Ce que je trouve important de préciser aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai encore un peu le temps. Oui, ok, super. C'est qu'on a voulu que ma ligne d'écoute s'inscrive dans un panel d'autres outils qu'on mettait à disposition des agents. La base, c'est effectivement au niveau d'une incivilité, d'une agression sur site, le fait de pouvoir en discuter avec un psychologue. Je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais dans le cahier des charges, on a noté qu'effectivement, on souhaitait que ce soit des psychologues en fait qui répondent. Donc l'ensemble des écoutants de ma ligne d'écoute de Pôle emploi sont des psychologues qui sont référencés sur Adélie. Et l'idée, effectivement, c'était de pouvoir contacter un psychologue, quel que soit le mal-être de la personne. On respecte bien évidemment ces confidentiels anonymes. On fait des bilans. Je fais des bilans avec ma ligne d'écoute tous les trimestres et une fois par an sur un bilan annuel. Bien évidemment, il n'y a aucune donnée nominative. On me donne simplement le nombre d'appels, les motifs d'appels principaux. Comme ça, on peut regarder effectivement s'il y a des actions à mettre en place en interne. Mais quand je dis que ça s'inscrit dans un autre panel, on a créé il y a quelques années un autre outil qui est fortement utilisé à Pôle emploi qui s'appelle FDS, comme fiche de signalement, qui permet à chaque agent de Pôle emploi d'avoir en accès très direct en fait sur son écran d'ordinateur, de pouvoir déclarer, de faire un signalement, quelle que soit la nature de ce signalement. Ça peut être un signalement sur quelque chose qu'il a vu dans son agence, effectivement, qu'il signale. Ça peut être quelque chose de technique. Ça peut être aussi quelque chose de correspondant à un mal-être au travail. Je ne me sens pas bien aujourd'hui.
Et du coup, je saisis ce signalement, donc qui est complètement indépendant de ma ligne d'écoute, mais qui est complémentaire. Pour le coup, là, c'est pas du tout anonyme, puisque quand l'agent fait ce signalement sur ce petit logiciel, il y a une alerte directe au service qualité de vie au travail de sa région, qui fait qu'effectivement, les collègues en charge de la qualité de vie au travail de la région, qui peuvent être d'ailleurs aussi psychologues du travail, recontactent la personne en disant, voilà, je viens d'avoir ton alerte, fiche de signalement, est-ce qu'on peut se rencontrer, est-ce qu'on peut échanger ensemble? Donc il y a un outil qui est vraiment basé sur l'écoute anonyme confidentielle, qui est ma ligne d'écoute confiée à un prestataire, et puis il y a une ligne qui n'est pas du tout anonyme, mais effectivement, l'agent a la possibilité d'utiliser aussi ce moyen pour dire, je vais pas bien, et du coup, je le signale. Il y a aussi la possibilité, au travers de ce même outil, de pouvoir signaler des propos qu'on a entendus de la part d'un collègue et qui nous mettent en difficulté en disant « je vous alerte, ce que j'ai entendu ma collègue Martine ce matin dire qu'effectivement elle allait se foutre en l'air, ça n'allait pas bien, etc. » Et je le signale moi parce que c'est mon devoir de le signaler. Donc après, c'est charge effectivement au psychologue du service qualité de votre travail de prendre contact avec la collègue en disant voilà, on a reçu quelque chose te concernant, une alerte, est-ce que tu souhaites en parler, est-ce que tu souhaites... Donc voilà, il y a les deux outils, je trouve que les deux sont extrêmement complémentaires. Merci, Hervé Coudurier. Donc Virginie Mortari de l'administration pénitentiaire. Oui, bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Voilà, je suis donc Virginie Mortari, je suis responsable nationale chargée des politiques de prévention de la délinquance au sein de la direction de l'administration pénitentiaire. Juste pour rappel, l'administration pénitentiaire a deux missions, une mission de surveillance des personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires et une mission de réinsertion. Alors en fait, ma présence aujourd'hui est liée effectivement à la téléphonie sociale, parce que je pilote ce dossier. Nous avons eu effectivement des concertations avec l'association SOS Amitié, car il y a un réel besoin pour les personnes détenues de pouvoir s'exprimer et de pouvoir appeler lorsqu'elles sont en grande détresse. Le numéro de téléphone SOS Amitié viendra compléter les numéros existants déjà concernant la téléphonie sociale. La téléphonie sociale, c'est quoi? C'est un dispositif en fait qui a été mis en place et qui regroupe plusieurs lignes. Donc ce sont des lignes qui ont des thématiques différentes, des lignes qui peuvent également apporter des informations juridiques aux personnes détenues. Il y a également des lignes qui sont un soutien psychologique pour les personnes détenues et des lignes d'information et des lignes également sur la santé. Nous avons actuellement 16 lignes, bientôt 17 avec SOS Amitié, ça ne saurait tarder. Voilà, la convention est quasi signée. Juste quelques petits réglages au sein de l'administration pénitentiaire. Je vais également vous lister les numéros que les personnes détenues peuvent appeler. Alors, je tiens à préciser que ce sont des numéros qui sont ni enregistrés, ni écoutés, et les échanges restent confidentiels. Et les personnes détenues n'ont pas besoin d'avoir l'accord du magistrat ou du chef d'établissement pour appeler. Il y a des numéros qui sont gratuits pour les personnes détenues. Elles peuvent composer les numéros. Nous avons donc hépatite info service que les personnes détenues peuvent appeler, drogue info service, sida info service, le numéro vert ARAPEJ, donc ce sont des informations juridiques qui sont données aux personnes détenues, Croix-Rouge écoute les détenus, donc le CRED, qui est un numéro qui apporte une écoute et un soutien, France Victime, et nous avons également des numéros institutionnels. Le défenseur des droits, par exemple, le contrôleur général des lieux de privation de liberté et également l'Observatoire international des prisons. D'autres numéros qui sont là pour le coup à un prix, un coût d'appel local, tabac info service, écoute cannabis, narcotique anonyme, alcool info service, alcoolique anonyme, SOS homophobie, et donc les numéros institutionnels que je viens effectivement de vous lister.
Donc le numéro SOS Amitié va venir compléter ces numéros et permettra aux personnes détenues qui sont en grande détresse d'avoir une personne au téléphone, sachant qu'il y a quand même des dispositifs qui existent, mais il faut savoir que la prévention effectivement du suicide est une priorité pour la direction de l'administration pénitentiaire. Et dans ce cadre, un guide a été réalisé en lien avec le ministère de la Santé et qui sera publié très prochainement. Voilà. Merci. Merci. La parole est à Daniel Berchat de SOS Amitié. Merci. Donc SOS Amitié, je ne vais pas vous apprendre grand-chose puisque vous êtes tous écoutants et vous savez parfaitement ce qu'est SOS Amitié. On va simplement faire quelques petits rappels. SOS Amitié est probablement l'une des plus anciennes lignes d'écoute puisque nous avons dépassé le demi-siècle de sa création en France, mais nous avions été précédés par l'Angleterre qui avait effectivement été les premiers à l'initiative d'une ligne d'écoute qui devait prévenir le suicide. Donc nous sommes qui SOS Amitié, donc une association très ancienne qui a toujours voulu, mais pas exclusivement, s'inscrire dans la prévention du suicide. Nous avons actuellement effectivement un certain nombre d'appels et d'appelants qui sont dans des situations de souffrance, de crise suicidaire. Alors ce qui nous caractérise effectivement, et je crois par rapport à ce qu'on vient d'écouter, c'est l'anonymat. Nous avons un anonymat qui fait vraiment partie de notre charte d'éthique, et je crois que cette notion est absolument fondamentale pour SOS Amitié et pour tous les écoutants. Alors, j'ai entendu que plusieurs numéros d'appel assurent des suivis, font des relances. Ce n'est bien sûr pas le cas de SOS Amitié. Nous n'assurons pas de suivi, quoique, parce que, effectivement, quand on est écoutant régulier, on reconnaît, nous avons des appelants qui sont accros à SOS Amitié, donc qui vont nous appeler tous les jours, plusieurs fois par jour, plusieurs fois par nuit, une fois par semaine, et au bout de quelques mois ou de quelques années d'écoute, on les reconnaît, on reconnaît la voix, et on arrive parfois à reconstituer au premier mot toute l'histoire de cet appelant. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas d'un suivi au sens strict que vous l'avez appliqué. Nous, c'est un suivi de bienveillance avec les principes habituels de SOS Amitié, qui est bien sûr, je le rappelle, s'inspire de Rogers, mais c'est le non-jugement, c'est la bienveillance, et c'est également objectif de desserrer l'angoisse. Effectivement, nous le savons tous, nous avons beaucoup d'appels de personnes qui sont dans des souffrances psychiques relativement importantes. Est-ce que ce sont des personnes qui sont particulièrement fragiles, qui sont peut-être particulièrement bousculées par la vie, mais on a parfois des histoires de vie qui sont absolument bouleversantes et sur lesquelles nous devons être très attentifs, très à l'écoute, essayer d'amener l'appelant à mettre des mots, M-O-T, sur leurs mots, M-E-A-U-X, pour permettre... Non, j'ai fait une faute d'orthographe, M-A-U-X, pardon. Je ne veux pas dire que je l'ai fait exprès. Hein. Donc, à mettre des mots sur les mots, quand on veut faire trop bien, voyez, on se plante toujours. Pour permettre justement de desserrer cette angoisse. Une des caractéristiques aussi de SOS Amitié, c'est que nous avons beaucoup parlé du téléphone, mais nous nous sommes adaptés au fil du temps et nous écoutons, entre guillemets, aussi à l'aide du chat et à l'aide de messagerie. Donc c'est un système un petit peu différent de l'écoute téléphonique
qui rajoute peut-être de l'anonymat, parce que le chat, c'est par écrit. Alors moi, je ne participe pas en tant qu'écoutant de chat, parce que je trouve que c'est trop lent. Effectivement, les échanges, mais ça vient de moi, hein, bien sûr, les échanges entre celui qui appelle, celui qui répond, qui tape, qui retape, qui retape, etc., avec entre-temps peut-être que l'appelant est allé faire un café, on n'en sait rien. Donc, souvent, un appel par chat peut durer, je crois que le temps moyen, je passe sous votre contrôle, est d'environ 40-45 minutes, alors que l'appel moyen téléphonique est d'une vingtaine de minutes. Donc, SOS Amitié, c'est ça, c'est ces appels de toute personne qui en éprouve le besoin, qui éprouve l'envie, mais plus que l'envie, je crois que le mot n'est pas assez fort, de créer un lien social. Et moi, je suis toujours frappé par ces appelants qui me disent « Oh, que je suis content de pouvoir parler. Ça fait 3 semaines, je n'ai parlé qu'à la caissière du supermarché, et encore, fallait vite parce qu'il y avait beaucoup de monde derrière moi. » Et ça, je crois que c'est fondamental pour SOS Amitié, c'est que nous prenons le temps du lien social, de recréer du lien social, de permettre à la personne, tout simplement, d'être humaine et d'exister. Parce qu'on sait très bien que le mythe de Robinson Crusoe, il ne tient pas, il n'est pas valable. Et une personne seule, complètement seule, et les appels de solitude sont très importants à SOS Amitié, ils représentent plus de 30%, sont extrêmement importants. Donc SOS Amitié, c'est tout ça, c'est cette ancienneté, c'est cette expérience, c'est cette formation, cette sélection d'abord des bénévoles, et puis cette formation continue. Nous ne lâchons pas les bénévoles comme ça dans la nature, on tient à ce qu'ils progressent, à qu'ils se bonifient. Et je crois que ça aussi, c'est la caractéristique de SOS, nous sommes tous des bénévoles. J'ai entendu dans les appels, dans les descriptions qui viennent d'être faites, que souvent il y a des professionnels. Et je crois que c'est bien. Il faut qu'il y ait des professionnels qui soient capables de répondre à des demandes spécifiques, mais aussi il faut SOS où n'importe qui peut appeler, le meilleur des hommes ou la plus mauvaise des femmes, ou l'inverse comme vous voulez, parce que je marche sur des œufs dans ce cas-là. Parce que nous avons aussi des appels qui sont extrêmement stupéfiants. On a l'exemple qu'on a évoqué dernièrement sur Montpellier, une personne qui a reçu un appel, probablement d'un détenu, alors on ne sait pas comment. L'appel a été très, très court, et cet appelant a dit « Ben voilà, je me sens pas bien, j'ai tué ma mère ». C'est ça aussi SOS Amitié. On a été, l'écoutante a été tellement scotchée que submergée aussi par la difficulté. Que dire? Que répondre à ça? Que l'appel a été finalement très très court. Au bout de quelques minutes, il s'est arrêté. Mais peut-être que cette personne avait besoin de dire ça à quelqu'un. Et SOS Amitié est là aussi pour ça, pour entendre ce que personne ne peut entendre et ce que personne n'ose dire. Et je crois que cette fonction est fondamentale, là aussi, dans SOS Amitié. Alors bien sûr, SOS Amitié, c'est une grosse machine. Nous recevons environ 3 millions d'appels. C'est énorme. Malheureusement, on ne peut pas prendre 3 millions d'appels. Nous en avons pris en 2021 560 000. C'est pas beaucoup par rapport au nombre de gens qui nous sollicitent, mais c'est déjà beaucoup. Nous sommes également 1875 écoutants en France qui sont répartis dans différentes régions, dans une quarantaine d'associations locales, fédérées bien sûr par notre fédération nationale, avec la représentation de notre présidente que vous avez vue tout à l'heure. Donc voilà un petit peu ce qu'est SOS Amitié. Bien sûr, nous écoutons 24 heures sur 24, 365 jours par an. Bien sûr aussi, les week-ends, les nuits, il y a beaucoup moins d'écoutants en ligne qui sont là, mais en gros,
on est entre la journée, entre 30 et 40 personnes qui écoutons régulièrement, et la nuit, allez, entre 10, 15, ça dépend des heures. Hein. Les heures du soir, il y a un peu plus de monde. Il y a toujours un trou entre 1h et 3-4 heures du matin. C'est là où c'est un petit peu difficile. Et les personnes qui font des nuits, qui sont parfois très longues, à Montpellier, on commence à 23 heures et on finit à 7 heures le matin. C'est donc très long d'avoir un temps d'écoute, souvent quand même interrompu par une petite pause, une petite sieste qui permet de récupérer et de pouvoir poursuivre la nuit. Donc voilà un petit peu ce que je souhaitais dire à SOS. Merci. Et merci aussi pour ton intervention qui permet de faire le lien avec notre deuxième partie de table ronde, où nous allons aborder peut-être plus précisément justement quels sont les critères de l'écoute qui sont recommandés aux écoutants bénévoles ou professionnels, quelles recommandations leur sont faites à ces écoutants et sous quelle forme aussi. Daniel a parlé d'une charte, de formation, est-ce qu'il y a des livrets, comment est-ce qu'on devient finalement écoutant dans chacune de vos structures et voilà, donc à vous la parole d'une façon un peu plus libre selon si vous avez besoin d'intervenir ou... Bon, Daniel a assez parlé pour l'instant, nous allons laisser la place aux autres écoutants. Peut-être vous voulez prendre la parole, Cécile. Oui. Donc, comme je l'ai dit, donc, au départ, on a improvisé un petit peu, puis très rapidement, on a un petit peu quand même modélisé le système des appels. Et parmi les règles, on retrouve évidemment beaucoup de points communs sur la bienveillance, la neutralité. Et vraiment l'écoute dans l'esprit d'accueil. Donc c'est vraiment le point commun, je pense qu'on a, à mon avis, tous. Hein. Enfin, j'imagine que sur ce genre de cellule d'écoute, c'est la base. Par contre, on a quand même une spécificité dans cette structure-là. C'est que c'était des étudiants qui étaient en demande d'aide concrète un petit peu plus, en fait. C'est-à-dire qu'ils appelaient pour à la fois... Alors, il y avait plusieurs types d'appels, mais ça, peut-être qu'on verra tout à l'heure, mais... beaucoup étaient là aussi parce qu'ils étaient perdus. Un tiers des étudiants qui nous appelaient étaient des étudiants à mobilité internationale, donc du coup c'est comme ça qu'on les appelle, donc, qui sont des étudiants étrangers qui arrivent en France pour étudier, qui ne sont pas forcément domiciliés en France pour le moment, ou qui le sont depuis peu, et qui n'ont pas forcément ni la maîtrise de la langue, ni de liens sociaux sur le territoire, en fait. Et donc là, la grosse difficulté, c'est que pour les étudiants qui arrivaient, les primo-étudiants, comme on les appelle, qui arrivaient la première année d'études, ils arrivaient ne connaissant personne, ne maîtrisant ni le territoire, ni le fonctionnement. Et en plus, d'un seul coup, le confinement les amène à être isolés dans une pièce sans aucun contact avec personne, et leur famille étant loin, ça reste compliqué. Donc nous, on avait aussi la mission de les aider à reprendre leur équilibre de vie en main, et avec une approche un peu plus de passage à l'action. Donc on n'était pas que dans de l'écoute. Il y avait une première phase d'écoute, mais aussi on avait cette formation continue sur... comment accompagner à faire un état des lieux de leur situation actuelle, à identifier évidemment leur état psychologique, leur état émotionnel et social, et en fait de voir de quoi ils ont besoin, quelle est leur situation actuelle, de quelle aide ils ont besoin. Parfois, on pouvait les accompagner simplement à passer à l'action en mettant en place des priorités. Le fait qu'il y ait des suivis, parfois, ça permettait d'avoir des formes un petit peu d'engagement d'une séance à l'autre pour les faire s'engager. Ils se sentaient soutenus, quelqu'un était là pour eux, et donc ils voulaient vraiment... Il y avait vraiment cette relation qui permettait de soutenir l'étudiant qui se sentait moins seul. Et derrière, ça lui permettait d'avoir des réels changements dans sa vie, donc d'oser. Et puis après, des fois, on les mettait en lien avec d'autres structures pour pouvoir, en fonction de leurs besoins. Certains n'avaient pas de logement et se retrouvaient sans contact et ne pouvaient pas sortir. Il fallait trouver un logement. Comment faire quand tout est fermé? Certains n'avaient pas d'ordinateur alors que tous les cours devenaient en ligne. Donc là aussi, comment faire? Donc on mettait en lien avec tous les services qui pouvaient leur être utiles. Donc on avait une double mission quand même. On avait à la fois une mission d'écoute et vraiment une mission d'aide concrète selon leurs besoins. Donc ça a été vraiment quelque chose de, je pense, très spécifique par rapport aux autres cellules, selon moi. Et donc, ce qui explique pourquoi parfois on devait lever l'anonymat, parce que pour avoir un ordinateur, un logement ou autre, il nous fallait aussi mettre en lien les personnes, les individus, directement avec les structures associées. Voilà, si ça peut déjà compléter.
Oui, volontiers. Je vais juste compléter en fait sur la question de la formation. Alors pas la formation bien évidemment des écoutants, mais en fait la formation que nous allons proposer donc à SOS Amitié. Donc une formation sensibilisation au milieu carcéral, parce que c'est effectivement un milieu très spécifique, pour que les écoutants en fait puissent comprendre comment ça fonctionne. C'est vrai qu'on est dans un environnement très particulier et que parfois il y a des questions qui peuvent se poser. Voilà, donc nous allons traiter ce sujet avec SOS Amitié de manière à ce que en fait ce module puisse être intégré à la formation. Et on pourrait aussi éventuellement envisager des visites pour voir réellement comment ça fonctionne. Et inversement aussi, peut-être des visites de centres d'écoutants. Ouais. Est-ce qu'il y a des recommandations aux écoutants par ailleurs, ou est-ce que vous faites confiance à la structure à laquelle vous allez confier les appels ? Alors en fait, nous faisons confiance à la structure puisque là, en l'occurrence, il y a une charte des écoutants et pour notre part, les communications ne sont ni enregistrées, comme je l'indiquais, ni écoutées et sont anonymisées. Merci. Donc Sophie Camp du CHU de Montpellier, qui travaille avec le 3114. C'est ça. Bonjour et merci pour votre accueil. Donc voilà, je me présente à Sophie Camps. Donc merci à Monsieur Patard, je ne sais pas où il est pour ma petite affiche. Donc je suis psychologue sur le 3114. Donc comme l'a précisé Lucille tout à l'heure, nous sommes des répondants professionnels, donc psychologues ou infirmiers, infirmières. Donc dans les recommandations, effectivement, nous avons déjà notre formation initiale de professionnels. Nous avons également une formation à la prise de poste, une formation nationale sur la prise en charge de la crise suicidaire. Donc c'est une formation qui est mise en place par le pôle national du 3114. Nous avons également un référentiel de bonnes pratiques qui reprend les directives pour mener à bien nos entretiens derrière notre téléphone. Donc c'est un référentiel qui est partagé par les différents répondants des différents centres sur le territoire. Donc effectivement, pour les critères de l'écoute, on ne diffère pas des différentes structures puisqu'on est sur la bienveillance, l'empathie, le non-jugement. Donc ça, effectivement, je pense que c'est primordial et c'est inhérent à toute écoute professionnelle ou bénévole. L'importance dans l'appel et dans la réponse à l'appel de la personne, c'est surtout d'établir un lien. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que les personnes qui sont, qui présentent un isolement familial, social, elles sont également très très présentes dans les appels qu'on reçoit. Donc, le lien est primordial dès le début de l'appel et le maintien du lien. Donc, tout au long de l'évaluation et de l'entretien qu'on va mener avec la personne qui nous appelle. L'évaluation, alors c'est effectivement, on est quand même une ligne spécifique sur la souffrance psychique et l'évaluation de la crise suicidaire. Donc toujours, on va être amené à poser les questions des idées suicidaires. Est-ce que les idées sont présentes, oui ou non ? C'est pas parce qu'on pose la question à une personne qui n'en a pas que ça va lui donner des idées, mais par contre, ça va réconforter la personne qui en a d'avoir des mots sur ce qu'elle peut ressentir et ce qu'elles pensent. C'est pas toujours facile pour les personnes de s'adresser à leur entourage, à leurs proches, d'avoir une écoute professionnelle et des questions très précises, finalement, vont amener des réponses très précises. C'est vrai qu'on est amené à vraiment, dans l'évaluation, de creuser au maximum. Si la personne a des idées suicidaires, on va poser la question du moyen. Est-ce qu'il y a un moyen envisagé ? Est-ce qu'il y a une temporalité envisagée ? C'est des questions très très précises, mais les personnes y répondent volontiers parce que ça les rassure finalement d'avoir quelqu'un qui peut mettre des mots sur ce que eux pensent et n'osent peut-être pas toujours dire à leur entourage. Donc effectivement, dans la réponse qu'on va amener aux personnes, il y a différents degrés. Bien sûr, s'il y a une urgence immédiate, on a contact avec les SAMU au niveau de la France. Donc on a des numéros directs, on prévient les SAMU et on transmet notre évaluation. C'est vrai que maintenant, on commence à être connu aussi par les SAMU. Donc ils font confiance à notre évaluation. Si on les contacte, c'est pas pour rien. C'est que vraiment, il y a une urgence et il y a un besoin de prendre en charge les personnes qui nous appellent. On a des personnes de tout âge.
Les plus jeunes, je pense que pour nous, en tout cas pour l'instant, ça commence à 11 ans, mais ça peut être avant aussi. Et jusqu'aux plus âgés, c'était plus de 90 ans. Voilà. Donc effectivement, on doit adapter aussi notre style relationnel à la personne qui nous appelle. Alors on est bien sûr sur le vouvoiement, le respect de la personne. Avec les enfants, les adolescents, on leur pose toujours la question, mais bien souvent, voilà, on adapte aussi. Donc c'est un des critères qui est recommandé, c'est de s'adapter à la personne. Si on a une personne qui est en crise, en pleurs, et ce qui arrive très souvent, les personnes, beaucoup nous appellent, il faut un moment de désescalade émotionnelle, de leur permettre d'exprimer aussi leur souffrance, leur douleur, pour ensuite pouvoir arriver à une évaluation clinique un peu plus précise. Donc vraiment, c'est une adaptation constante. Alors, on a des lignes directives, bien sûr, dans le référentiel de bonne pratique. On a aussi des appels récurrents. Bon, comme vous disiez tout à l'heure, on a des personnes aussi... Bon, alors, nous, effectivement, comme elles sont recensées dans notre fichier, bon, on les retrouve, mais effectivement, pour certaines, on n'a plus besoin de rentrer le numéro de téléphone dans le fichier, on les connaît. Parce qu'effectivement, c'est tous les jours, plusieurs fois par jour, plusieurs fois par nuit. Donc voilà, il y a toujours cette évaluation. Maintenant, on va soit orienter vers SOS Amitié, soit effectivement... et réciproquement. Non, mais on a beaucoup de personnes. Hein. Je viens d'appeler SOS Amitié. Il y en a beaucoup qui font le ping-pong entre les différentes lignes d'écoute parce qu'elles viennent d'appeler SOS Amitié, elles nous appellent, après elles vont appeler une autre structure. Bon, voilà, après, on les accueille à chaque fois, évidemment. Alors après, on recentre un petit peu aussi les entretiens en fonction de la récurrence ou non des appels. Donc voilà, c'est vraiment quand même une adaptation à chaque appel. L'écoute est très importante parce qu'elle va nous permettre de cerner certains éléments qui vont nous amener à adapter notre prise en charge également. Effectivement, une personne qui va nous appeler, si on entend du bruit de fond et qu'on se dit bah, tiens, où est-ce qu'elle est, où est-ce que vous êtes dehors, où est-ce que vous êtes, je suis sur la voie publique, je suis à la gare, voilà. Et effectivement, ça va nous guider aussi, bien sûr, dans notre évaluation et dans la prise en charge qu'on va proposer pour les personnes en fonction de ce qu'on entend. Et donc l'écoute est effectivement très très importante. Est-ce que vous avez parlé de la durée de la formation, notamment pour l'évaluation ? Comment est-ce que ça se mesure en durée ? Est-ce que c'est régulier ? Ou est-ce que c'est initial seulement ? Alors la formation initiale, c'est une formation de 3 jours. Après, effectivement, nous avons des formations, alors des groupes de travail, en tout cas réguliers. Donc en tout cas mensuel, mais parfois hebdomadaire, au niveau national, sur des thématiques très précises. Le harcèlement au travail, les patients délirants, le harcèlement scolaire, les patients récurrents. Voilà. Donc effectivement, on travaille avec le pôle national et l'ensemble des répondants au niveau national pour établir une harmonisation de pratiques et des fiches très précises sur, avec tel public, telle personne, comment est-ce qu'on agit, pour qu'il y ait une réponse commune, qu'on habite à Lille, à Rennes ou à Montpellier, que les appelants aient une réponse semblable. Donc effectivement, régulièrement, après nous avons des staffs, on a des analyses de pratique avec la supervision du docteur Villa ou avec les cadres de santé, avec les infirmiers et les psychologues. Voilà, on a régulièrement des groupes, des staffs, ce qu'on appelle des staffs ou des analyses de pratique qui nous permettent aussi de discuter de situations problématiques parce que voilà, on a aussi des situations qui peuvent poser problème. On a une garde nationale aussi pour les jours fériés, les week-ends, les nuits. On a un psychiatre qui est accessible 24 heures sur 24 et qu'on peut consulter pour tout besoin d'informations supplémentaires pour une prise en charge. Voilà, merci à vous. Alors, sur ma ligne d'écoute, je ne reviens pas sur la formation initiale. Ce que je l'ai dit, ce sont des psychologues, c'est dans le cahier des charges. Bon, ce qu'on attend effectivement de la structure partenaire avec qui on conventionne, c'est qu'effectivement, ils s'occupent de la supervision des écoutants, de la formation continue, tout au long effectivement de la prestation, de la durée de la prestation. En revanche, moi, je tiens vraiment à être en contact très régulier avec le référent de cette association,
parce qu'effectivement, il a aussi un rôle d'accompagner les écoutants, les psychologues, et il a un rôle aussi de leur faire passer les informations concernant Pôle emploi pour arriver à contextualiser aussi les appels. Et du coup, c'est mon rôle notamment d'être en contact régulier avec la référente pour actualiser les listes de personnes ressources. Quand effectivement un agent appelle en disant « voilà, je ne me sens pas bien, je suis de la région Auvergne-Rhône-Alpes », il faut absolument que l'écoutant, il ait aussi des personnes ressources auxquelles pourrait s'adresser la personne si elle le souhaite au niveau de sa région. Parce qu'on a aussi une convention avec des assistantes sociales et on met à disposition l'ensemble des agents de Pôle emploi, des assistantes sociales, assistants sociaux dans l'ensemble effectivement des établissements. Donc mettre les listes à jour, et effectivement c'est de mon rôle de le faire, le référent ne peut pas le faire tout seul. C'est aussi d'alerter le référent sur les nouveaux projets portés par Pôle emploi, qui pourraient effectivement être à l'origine d'angoisses, d'appels, etc. On le sait aujourd'hui, vous en avez peut-être entendu parler, ce profil la création de France Travail. Pôle emploi, a priori, disparaîtra tel qu'il existe aujourd'hui, fin 2023, pour la naissance de France Travail en 2024. Même si je le suis au niveau national, parce qu'on pousse un baromètre interne au niveau de l'ensemble des 60 000 agents de Pôle emploi, et on vient de le passer, et notamment dans les questions, on parle effectivement des nouveaux projets de Pôle emploi pour essayer de regarder au niveau national, en termes de charge mentale, de vécu, de stress, si les projets portés par Pôle emploi peuvent être source de stress. On le voit au niveau national, et il n'y a pas de stress porté par effectivement la création d'un nouvel opérateur. Ça ne veut pas dire qu'une personne ne peut pas être stressée en entendant dans les journaux parler de la création d'un nouvel opérateur. Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que mon contrat de travail va être effectivement poursuivi ou pas? Donc c'est aussi notre rôle d'informer les psychologues de ma ligne d'écoute en leur disant attention, voilà, je cite France Travail vraiment comme un exemple parce que ça me vient à l'esprit, ça peut être n'importe quel autre projet, mais c'est bien notre rôle de dire voilà ce qu'on sait de France Travail, parce qu'on ne sait pas tout, le gouvernement aussi avance petit à petit dans la création de ce nouvel opérateur, mais en tout cas voilà, il n'y aura pas de rupture de contrat de travail, les collègues continueront effectivement à exercer dans les agences, donc on donne aussi des choses pour rassurer en fait la personne qui aurait besoin d'être rassurée sur tel ou tel projet de Pôle emploi. Et puis, il y a aussi quelque chose qui paraît extrêmement important, c'est qu'il faut que moi, je sois en mesure d'alerter les psychologues de ma ligne d'écoute s'il s'est passé un événement grave sur un site pour qu'ils puissent renforcer effectivement l'équipe au niveau de la région qui possiblement verra un flux d'appels. Alors il y a eu effectivement la crise Covid, j'ai dit que c'était à peu près 2000 entretiens par an à ma ligne d'écoute. Il y a des pics d'appels, il y a eu des pics d'appels au moment de la crise, des confinements. Et puis il y a eu bien évidemment, il y a des pics d'appels en fonction d'éléments dramatiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en janvier 2021, il y a effectivement un homme qui venait de perdre son emploi et qui a assassiné une conseillère Pôle emploi et a assassiné aussi le responsable de l'entreprise qui l'avait licencié. Donc bien évidemment, ça c'est médiatisé. Donc les psychologues de ma ligne écoute ont l'information par le biais effectivement des médias. En revanche, quand il y a une agression très grave sur un site qui n'est pas forcément relayé par les médias, c'est bien de mon rôle tout de suite d'en informer les psychologues en disant attention, voilà ce qui s'est passé dans telle agence, soyez vigilants, vous risquez d'avoir effectivement un regain d'appels pendant un certain temps sur cette agence. Donc mon rôle vraiment, c'est d'être en contact avec le référent de ces psychologues qui ne peut pas, lui tout seul, assurer effectivement la montée en compétence ou la mise en compétence effectivement des psychologues s'il n'a pas les informations. Merci, c'est tout pour vous. Est-ce que Daniel Berchard a envie d'ajouter quelque chose? Oui, il a envie. Peut-être au passage, je vais juste préciser quelque chose que ça m'a fait penser, mais moi aussi j'étais en lien avec les responsables des universités, et j'avais beaucoup de personnes comme vous en fait avec qui j'échangeais beaucoup, et on avait aussi beaucoup de sollicitations sur les événements comme les suicides d'un étudiant dans un établissement ou une déclaration collective de harcèlement d'un enseignant sur des élèves qui n'étaient pas médiatisés forcément, des situations internes, et c'est vrai que là aussi nous on avait vraiment la mission de travailler en collaboration. Donc c'est vrai que c'est assez différent parce que c'est un territoire local, c'est un peu comme vous, il y a du lien en fait localement, c'est pas
Voilà, et ça, c'est vraiment des moments forts aussi, puisqu'on doit être tous solidaires, on doit se tenir au courant et faire attention, parce que des fois, il y a des répercussions si on ne réagit pas assez vite. Et on a eu des situations où il fallait qu'on soit tous très réactifs pour éviter le drame. Parce que vraiment... Oui, rapidement, parce que là aussi, vous connaissez les différents processus d'intégration et de formation de SOS Amitié. Donc, un tout petit rappel. Alors déjà, il y a le recrutement des bénévoles, et entrer à SOS Amitié, c'est quelque chose d'assez lourd, c'est un engagement difficile. On demande une présence d'une vingtaine d'heures chaque mois, avec des présences les week-ends, des présences les nuits. Donc déjà, ces conditions-là, parfois, au simple niveau de l'information, vont écarter un certain nombre de candidats au bénévolat. Et puis, nous avons une véritable sélection, j'aime pas trop ce mot, mais bon, pour l'instant, j'en trouve pas d'autres, qui fait que 3 entretiens sont nécessaires avant d'entrer en formation. Il y a un premier entretien individuel d'information sur SOS Amitié, sur les conditions d'exercice du bénévolat. Si la personne maintient sa motivation, elle passe un entretien auprès d'une psychologue qui est chargée de vérifier la motivation de la personne et je dirais ses capacités d'écoute, parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Et puis ensuite, il y a un 3e entretien qui est l'entretien d'entrée en formation, c'est-à-dire que la personne confirme son souci de formation, son envie de formation et son envie de devenir véritablement bénévole écoutant de l'association. Donc c'est quelque chose, un processus qui est long, qui s'étale dans le temps. On prend en gros 10% des candidatures. 10% des gens, ça veut dire 1 sur... c'est pas beaucoup, ça en fait 10 sur 100. Entre nous, c'est un exercice qui est relativement difficile parce que je parle sans papier. J'ai horreur de ça et je suis obligé, en même temps que je parle, de penser à la phrase suivante. Eh bien, vous essayerez, c'est compliqué, puis vous êtes quand même sympathique, mais 270, c'est un peu impressionnant. Il ne faut pas l'oublier. Donc, du coup, j'ai pu savoir où j'en suis. J'étais à la sélection. Ensuite, une fois qu'on a passé ces différents entretiens, il y a bien sûr la formation, à la fois une formation théorique et ce que j'appelle, moi, une formation en apprentissage. Il y a bien sûr tous les concepts psychologiques de Rogers, etc., je ne reviens pas dessus. Et puis ensuite, il y a toute la phase d'apprentissage où le candidat, le stagiaire, comme on peut l'appeler, est en double écoute avec un écoutant professionnel qui lui-même a été formé, un écoutant expérimenté. Vous aviez bien sûr rectifié de vous-même, puis je suis un peu fatigué aussi. Donc, un écoutant expérimenté qui est chargé de cet apprentissage et de l'accompagner dans tout un processus d'écoute passive, de double écoute alternée, d'écoute solitaire, d'écoute seule, qui est un petit peu difficile et compliqué à expliquer. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut dire, sans oublier non plus, je l'évoquais tout à l'heure, la formation continue. En gros, 2 journées de formation par an, voire parfois plus. Il n'y a pas de limite. Chaque association est un petit peu libre de ses choix et de ses thèmes. C'est un petit peu à la demande de chacun des groupes d'écoutants. Donc voilà ce qu'on peut dire brièvement. Mais il y aurait tellement à dire. Je voudrais qu'on applaudisse très très fort l'ensemble de la